Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Bonjour Nassef. Le nombre de participants est en train de grimper. Euh, on va être gentil, on va laisser 2-3 minutes à nos invités tant qu'ils arrivent. Nassef est en place, moi je suis en place. Peut-être juste vous dire que vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous avez un onglet sur la droite, questions. N'hésitez pas à poser vos questions, elles seront relayées à Nassef Hamimda. Donc on attend quelques minutes, 2-3 minutes maximum, et on démarre. Steph, tu m'entends? Tu me vois? Je te vois? Je t'entends et tu vas bientôt me voir. Très bien. Voilà. Un peu de luminosité. Ouais. Le nombre continue de grimper. Donc, on va laisser la chance à un maximum de personnes de pouvoir démarrer avec nous. Très bien. Je suis prêt. Bon, on va attendre 40. On peut y aller. On va dépasser la barre des 40. On se dit 50? Soyons ambitieux. Ça grimpe, ça continue à grimper. On y est presque. Je vois ça. Ah, j'ai une question. Déjà? Non, juste une réponse d'un participant qui n'entend pas ce qu'on dit. C'est étonnant. Bon. Il faut peut-être redémarrer. Si vous n'entendez pas, il suffit peut-être de redémarrer l'application. On est à 49. Allez, 50 et on démarre. On va démarrer. On me dit qu'il suffit d'appuyer sur l'option audio pour ceux qui n'entendent pas. Option audio. Et puis ensuite vous cliquez. Très bien. On est à 51. On sera sûrement beaucoup plus aujourd'hui parce que le nombre d'inscrits était bien plus important. Nous démarrons. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, et Ramadan Karim à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde. Je suis Ahmad Ayashi, directeur des partenariats entreprises de l'École centrale Casablanca. Et je suis extrêmement heureux de vous accueillir à ce webinaire de Centrale Supélec Exet que nous organisons à partir de Casablanca. Ce webinaire a comme titre le leadership au service de l'innovation. Le choix de la thématique n'est pas anodin. Le monde change. Nous changeons chacun à son échelle. Et on le voit parfaitement dans le contexte actuel de la crise du Covid-19. Pour accompagner ce changement, nos organisations ont besoin de leaders pour apporter des innovations créatrices de valeur et impacter leur environnement. Ce webinaire, nous l'avons voulu sous forme d'interview de Nassef Hamimda. On a voulu sortir des sentiers battus, faire un webinaire un peu différent. On espère qu'on sera à la hauteur des attentes. Et donc, en espérant que cet échange vous apportera des réponses et que vous trouverez du plaisir à nous accompagner lors de la prochaine heure. Maintenant, permettez-moi, chers amis, de présenter Nassef Hamimda. Nassef est docteur de l'École centrale Paris en management stratégique des technologies et de l'innovation. Il y enseigne le management depuis plus de 15 ans
Son parcours académique l'a conduit à enseigner l'innovation et la stratégie aussi bien dans des écoles de commerce que dans des écoles d'ingénieurs. Nassef est par ailleurs le directeur de la formation continue de Centrale Supélec à Casablanca et il est responsable de l'executive master leadership et projets innovants de Centrale Supélec en collaboration avec l'école centrale Casablanca. En parallèle, Nassef Mimda a fondé son entreprise, donc il est entrepreneur, ce qui est intéressant aussi dans les échanges qu'on va avoir avec lui. C'est une entreprise de conseil en stratégie et innovation, avec comme domaine d'intervention l'accompagnement d'entreprises dans la définition de solutions et dispositifs adaptés pour mener des politiques de transformation et d'innovation. Il a ainsi accompagné de nombreux grands groupes internationaux sur ces thématiques. L'intérêt d'échanger avec Nassef aujourd'hui, c'est aussi sa connaissance de l'écosystème et de la culture marocaine. Puisqu'il est marocain, il a grandi au Maroc et a fait ses premières armes à l'ISCAE avant de s'envoler pour Paris. Donc, ce point est extrêmement intéressant. Nous allons parler d'innovation, de leadership, mais nous allons essayer de contextualiser au maximum aussi par rapport au public qu'on a aujourd'hui notamment. L'intérêt aussi de l'avoir avec nous, c'est de profiter de son expérience terrain, où il a eu à rencontrer des centaines de managers des deux rives de la Méditerranée. Merci donc à Nassef d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, merci à vous. Je vais juste un point, c'est Omar, sur la partie contextualisation, et on compte beaucoup sur les questions des auditeurs pour nous aider aussi à contextualiser davantage, et on se fera un plaisir de répondre de manière la plus précise et la plus contextualisée possible. Clairement. C'était mon mot avant d'embrayer. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur l'onglet questions qui est à votre droite. Donc, faisons que la discussion soit animée, n'hésitez pas. Donc, sans plus tarder, Nassef, innovation, leadership, quelles sont tes définitions de ces deux concepts? D'accord, merci Omar. Alors, bien sûr, comme tu l'as bien dit Omar, on va être ici dans une discussion, dans un échange. Alors, j'ai préparé quelques slides, mais vous allez voir, c'est juste des slides de backup. Vous allez voir, après, on risque même de se perdre parce qu'on va être au fil de la discussion et de l'échange. Et effectivement, poser le cadre. De quoi on parle d'innovation, on parle de leadership. Alors, je vais dans un premier temps peut-être partager avec vous la définition peut-être la plus, à mon sens, la plus peu évidente à partager, la moins consensuelle, même si c'est l'innovation, n'est pas pour autant. C'est celle du leadership. Alors, j'ai pris celle de Bass, donc Bass qui a fait beaucoup de travaux dans les années 90, notamment, on lui doit par ailleurs, pour ceux qui suivent le domaine, ce qu'il appelle le leadership transactionnel, le leadership transformationnel. On peut en parler, mais ce ne sera pas forcément l'objet de cette discussion. Et Bass, l'autre, apporte comme définition du leadership que leadership, c'est l'influence. C'est le leader est là pour influencer des attitudes et des comportements des individus dans leur interaction afin de faire atteindre à ce public, à son public, des objectifs communs. Donc, ce qui est important de garder à l'esprit dans le leadership, qui n'est pas le cas du management, c'est que le leader est là pour influencer, faire des choses à des personnes dans un objectif bien précis, alors que le management ou le manager est là pour contrôler, suivre des processus, des routines organisationnelles qui sont mises en place. Donc ça, c'est pour la partie de la définition de leadership. Pour ce qui est de l'innovation, et après je rejoindrai Omar dans les échanges qu'on va faire pour aller un peu plus dans le détail, l'innovation, elle, par contre, et ça, pour ceux qui m'ont entendu parler d'innovation, donc l'innovation, on peut la définir selon deux façons de faire. D'abord, l'innovation, elle peut être prise comme un objet, un produit, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'on va dire qu'un téléphone, une voiture est une innovation. Mais ici, on va entendre innovation dans le sens processuel, c'est-à-dire l'innovation est un processus. Et de manière très schématique, juste pour présenter ce processus, on va revenir, parce que ça va nous servir de cadre tout au long de cet échange. L'innovation, c'est un processus qui connaît deux étapes principales fondamentales. Une étape amont dite de génération d'idées ou de créativité, où on va demander, face à un problème auquel on doit apporter une solution, de trouver un ensemble d'idées nouvelles. Et une deuxième phase, qui est une phase dite d'implémentation, où là, on va passer dans une étape de
mise en place de ces idées, de ces concepts, et qui vont par la suite objet de les mettre en place au sein de l'organisation pour qu'ils soient adoptés durablement par les utilisateurs du système. Alors là, on revient un peu sur la définition un peu schumpeterienne de l'innovation. Donc Schumpeter, le premier économiste, a donné une définition de l'innovation qu'il a distinguée à l'époque de l'invention, l'invention étant la mise en place de la création du nouveau, et l'innovation, c'est la mise de ce nouveau sur un marché. Quand on parle d'innovation, en l'occurrence au sein d'une organisation, c'est la mise à disposition auprès de l'entreprise. Donc voilà les deux définitions qu'on peut donner aujourd'hui, enfin pour commencer un peu l'échange. Maintenant que le cadre est posé, que les concepts sont posés, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la relation que tu vois entre ces deux concepts? Pourquoi on a choisi justement cette thématique, le leadership au service de l'innovation? Ce n'est pas quelque chose qui vient nécessairement ou naturellement à l'esprit des gens. On peut innover sans nécessairement avoir du leadership, j'ai envie de dire. Alors, on verra à la fin de cette webinaire que, au contraire, c'est très lié, mais effectivement, et on va dire c'est pas une statistique, mais l'idée qui peut être répandue quand on parle d'innovation, c'est que l'innovation va s'attarder sur la phase amont du processus d'innovation. C'est-à-dire on va rester dans cette idée de génération d'idées, c'est-à-dire on va associer l'innovation à cette créativité. D'ailleurs, beaucoup de programmes se disent des programmes d'innovation dans beaucoup d'entreprises que j'ai pu accompagner, mais quand on regarde de près, on est davantage sur des programmes de créativité, de sourcing d'idées, de recherche d'idées. Et donc, lorsqu'on associe uniquement l'innovation à cette phase amont, qui est celle de la créativité, on peut éventuellement penser que c'est l'affaire de gens dotés d'un talent qui est celui de la créativité, et moins celui du leadership tel qu'on peut le fantasmer ou l'imaginer dans le commun. Donc, l'idée justement d'en parler, c'est de dire, quand on regarde de près la nature de l'innovation, du processus d'innovation et aussi la nature du leadership, on va voir par la suite, c'est une relation qui est intimement liée et que l'innovation et le leadership, c'est quelque chose c'est deux éléments ou deux approches inséparables lorsqu'on parle de ressortir de nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouveaux modèles. Justement, Nassef, si tu me le permets, justement pour voir éventuellement comment ce leadership peut être au service de l'innovation, est-ce que justement tu ne pourrais pas nous montrer schématiquement quelles sont les différentes étapes, quel est le processus, j'ai envie de dire, d'innovation? Est-ce que tu pourrais nous l'exposer? Alors, peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du partage, mais le processus d'innovation tel que… Alors, c'est celui que je présente, que vous avez aujourd'hui, qui est partagé dans l'écran, donc de manière un peu schématique. Donc, ce processus qui est basé sur la génération d'idées, la rétention et l'implémentation. Et ce que vous regardez dans ce schéma, il y a des petits cercles à côté qui sont créativité, implémentation. Et au fait, on les a mis là au niveau du schéma, c'est que c'est des choses qui sont un peu récursives. C'est-à-dire qu'on est sur une dynamique continue tout au long du processus. On va osciller entre créativité et implémentation. Par exemple, quand on pense à l'implémentation, on se dit dans l'implémentation, il ne va pas forcément y avoir de créativité. Pas forcément, au contraire. Lorsqu'on est en train de mettre en place un pilote d'une nouvelle idée, forcément, quand on met en place un pilote, parce qu'il est nouveau, on est obligé, à par moment, d'être créatif, de trouver des solutions parce qu'on est face à certains obstacles. De même, lorsqu'on est dans la génération d'idées, où on pense qu'on est dans une phase, entre guillemets, qu'on peut schématiser par du brainstorming classique, à un moment donné, il faut quand même trouver les idées, organiser cette séance de créativité, implémenter l'idée qui va être sélectionnée pour passer à l'étape suivante, etc. Donc, cette dualité créativité-implémentation, on la retrouve de manière concrète et pratique tout au long du processus d'innovation. Et là, on peut s'interroger sur justement la part du leadership durant ces différentes phases. C'est intéressant, tu parles de dualité. Quand on préparait cette discussion entre nous, tu m'as parlé d'un concept que je ne connaissais pas, qui est l'ambidextrie. Est-ce que c'est pas l'occasion peut-être d'en parler à nos invités, leur expliquer de quoi il s'agit et dans un contexte d'innovation, qu'est-ce qu'on entend par ambidextrie? Alors, effectivement, c'est un concept qui mérite d'être connu parce que, et d'autant plus dans l'époque actuelle,
Parce qu'on a eu tendance à oublier qu'une entreprise, une organisation doit pouvoir gérer 2 cycles. On a en tête effectivement ce qu'on appelle la dualité de l'organisation. On pense bien sûr au fait que une entreprise est là pour tourner un business, utiliser une démarche un peu triviale, mais une entreprise doit aussi regarder l'avenir et préparer l'avenir. Et effectivement, dans cette période, la partie la deuxième partie de cette dualité, qui est l'exploration, et vous en convenez, est très importante. Alors déjà, peut-être revenir sur le mot ambidextrie. Alors ça veut dire quoi, quelqu'un d'ambidextre? Quelqu'un d'ambidextre, dans le langage commun, c'est quelqu'un qui est habile aussi bien de sa main gauche que de sa main droite. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément de préférence. Il est aussi bien droitier que gaucher. Donc on parle d'ambidextrie. Et c'est quelque chose qui a été importé assez récemment, enfin, bien longtemps. Hein. Les premiers travaux sur l'ambidextrie, ça remonte aux années 70, 1970 bien sûr, où on s'est dit qu'il faut quand même faut que l'entreprise ne soit pas uniquement ou qu'elle ne soit pas assise uniquement sur un seul levier, qui serait celui de l'exploitation, parce que repenser un petit peu en mettant les choses en perspective, hein, on parle d'une économie, celle des années 70-80, qui a vécu pendant des années, voire même des décennies, sur un seul et même business model, en vendant plus ou moins les mêmes produits. Donc forcément, ce qu'on met en avant à ce moment-là, et ça coïncide par ailleurs avec la création du management et l'essence de gestion, et ce qui par ailleurs explique pourquoi, à un moment donné, on a beaucoup mis l'accent sur cette partie d'exploitation, c'est que l'objectif, c'était de chercher l'efficience. Tout marchait bien, les produits se vendaient, il n'y avait pas de crise particulière, donc il fallait justement optimiser les processus, gagner en efficience, efficacité, etc. En efficacité, pardon, ainsi de suite. Et puis, on a eu tendance à oublier qu'une organisation doit aussi explorer de nouvelles voies et doit aussi voir ce qui se passe par ailleurs. Et ça, justement, cette dualité ou ce double mouvement, donc, qui est l'exploration et l'exploitation, c'est ce qu'on appelle l'ambidextrie. C'est Marsh 91 qui apporte un des travaux, un des articles qui va nous permettre d'apporter une des meilleures synthèses. Et donc, dit comme ça a l'air d'être une certaine évidence. Oui, oui, effectivement, une entreprise doit être dans l'exploration et l'exploitation. Mais sauf quand on y regarde près. Justement, Nassef, oui, de t'interrompre. Comment justement cette dualité, cette ambidextrie doit se retrouver justement dans le quotidien de nos entreprises? Comment elle se matérialise? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est comment moi, dans mon environnement quotidien, je vais pouvoir créer de l'innovation, créer un process d'innovation. Alors, dans ta question, il y a plusieurs niveaux. Donc, si tu me permets, je vais reprendre plusieurs points. Alors, concrètement, ce que tu appelles par concrètement, c'est déjà, il faut une, je ne vais pas dire une stratégie, parce que ce n'est pas de la stratégie, mais plutôt une politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sein d'une organisation, et là, il faut aller directement au niveau du top management, avoir conscience de cette nécessité, de cette ambidextrie ou de cette dualité. C'est-à-dire que il faut se dire qu'il faut aussi préparer l'avenir. Et quand je le dis, c'est de le penser sincèrement, parce qu'effectivement, tout patron qui se respecte, tout dirigeant le pense, mais de là à le mettre en place, c'est une autre histoire. Donc ça, et ça, je vous parle de vécu, parce que bon, quand on commence à regarder de près, c'est toujours particulier de pouvoir les mettre en place. Deuxième chose, et ça me permet juste de revenir là-dessus, c'est que le souci, et qui fait que c'est difficile de le mettre en place, c'est que l'exploration chasse l'exploitation et vice-versa. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois nécessaires, mais aussi exclusives. Je m'exprime. Si vous êtes dans une organisation qui a tendance à faire beaucoup d'exploitation, vous allez perdre vos capacités, vos tendances à faire de l'exploration. Et à l'inverse, si vous êtes une organisation qui fait que de l'exploration, vous n'allez pas non plus développer vos capacités d'exploitation, donc d'optimisation, donc d'augmentation de votre rentabilité. Exploration, innovation. Pardon? Exploration dit innovation. Alors, exploration dit innovation, mais pas que, parce qu'on peut aussi explorer par un travail de lecture stratégique, mais dans l'exploration, il y a de l'innovation. C'est-à-dire qu'on verra effectivement par la suite qu'une bonne partie de l'exploration vient avec l'innovation, mais explorer peut être aussi par de la recherche, par de la documentation, par de l'information. Mais à un moment donné,
elle va aussi bien sûr se concrétiser par de l'innovation et par un programme ou des processus d'innovation. Donc, c'est là où je voulais dire de manière concrète, c'est qu'il faut justement ce sponsorship qui va être conscient du fait qu'il faut associer les deux et que ce n'est pas facile à faire. Et donc, donner les éléments, le climat nécessaire pour qu'on puisse les mener à bien. Tu parles de sponsorship. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit de leadership. C'est pour ça qu'on parle de leadership. Ou ce n'est pas que le sponsor qui a du leadership? Alors, de ce que je veux parler ici, effectivement, on peut parler quand je parle de sponsorship, pour moi, je parle du dirigeant de l'entreprise, du responsable, on dit président, directeur général, si on veut prendre cette forme-là. Ça, c'est pour moi le sponsorship, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la direction qui va dire je donne la légitimité nécessaire pour que ça puisse se mettre en place. Mais un sponsor ne va pas être forcément le leader dans un processus d'innovation. On va donner le leadership aux gens qui vont diriger les équipes sur le terrain. Donc, le leadership, ce qu'on nous, on a tendance à utiliser peut-être dans le langage commun comme étant le leader, l'utiliser. D'ailleurs, on peut même dire d'une entreprise qui est leader sur son marché. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend ici dans la notion de conduire d'innovation, on va parler de la personne qui est aux proximité de ses équipes, qui vont faire l'innovation de manière très, très concrète. Mais pour que cette personne puisse opérer, elle a bien sûr besoin du sponsorship de sa direction, de son directeur immédiat ou de remonter plus haut si c'est nécessaire. Ce point-là est intéressant parce que ça me fait penser aux compétences. Parce que beaucoup d'entreprises ont envie d'innover. Elles cherchent peut-être des compétences en interne ou en externe. Est-ce que tu pourrais nous parler des compétences nécessaires justement pour mener un processus d'innovation, et en particulier le schéma que tu nous as exposé? Alors, on va peut-être l'aborder à travers la notion de leadership et de leadership d'innovation. Parce que oui, effectivement, on peut les citer à l'après-vert si on veut. Quelles sont les différentes compétences qu'il faut? Il faut effectivement de la créativité, il faut de la prise de risque. Enfin, la prise de risque n'est pas une compétence, mais il faut une certaine rigueur, de la planification, etc. Bon, tout ça, j'ai envie de dire, ça ne pose pas beaucoup de problèmes et on sait très bien qu'il le faut. Là où ça va être difficile, ça va être particulièrement challenging, comme on dirait, pour les managers, c'est comment poser la bonne configuration pour y arriver. C'est quoi la bonne alchimie, c'est quoi la bonne recette? Alors, si tu me permets, alors moi, je vais revenir du coup sur le leadership et leadership dans l'innovation et dire que la recette, elle est justement dans cette compréhension du rapport du leadership et l'innovation. On disait tout à l'heure sur le processus d'innovation où il y a ce côté tourbillonnaire entre l'implémentation et la créativité. Qu'on vient de voir aussi que dans l'organisation, il y a déjà quelque chose qu'on sait depuis un certain temps qui est cette dualité entre l'exploration et l'exploitation. Eh bien, quand on est dans un processus d'innovation, une des clés, c'est peut-être la plus importante, c'est de gérer et de contrôler cette dualité et faire en sorte que les personnes qui sont engagées dans les projets d'innovation puissent pouvoir basculer de manière pertinente entre l'exploration et l'exploitation dans leur projet d'innovation. Et si on revient à la définition du leadership comme étant cette capacité à influencer les gens, la capacité, j'ai envie de dire, du leader innovateur, c'est cette capacité à pouvoir faire en sorte que ces équipes puissent osciller de manière la plus juste, le bon timing, entre des phases où ils doivent être dans l'exploration et des phases où ils doivent être dans l'exploitation. Est-ce qu'il y a plusieurs types de leadership? Justement, encore une fois, pour mener à bien ces différentes phases. Et s'il y en a plus, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, des typologies de leadership, on en a beaucoup et vous les connaissez tous. Là, je le partage avec vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien avec le partage d'écran. D'ailleurs, à ce titre, on partagera les éléments par la suite. Mais oui, leadership, il y a plusieurs types, il y a plusieurs styles de leadership. Et les typologies ne manquent pas. Tout à l'heure, en présentant la définition de leadership avec Bas, je parlais du leadership transformationnel, leadership transactionnel. Donc, c'est une typologie parmi d'autres. Alors, je préfère celle de Goldman ici, qui est à mon avis un peu plus
abordable, où finalement, lui, il va pouvoir identifier, ou il a identifié 6 types de leadership. C'est-à-dire qu'il parle d'un leadership directif. Alors, sachant que dans certains que je vais présenter ici, on peut dire que ce n'est pas un bon leadership. À la limite, ça, c'est effectivement un jugement qu'on peut porter. Mais ce qui est important de se dire, et si on revient à la définition de leadership, à savoir quelqu'un qui arrive à influencer les individus pour faire atteindre un objectif, et ben Goleman en distingue 6. Il distingue le directif, celui qui va dire un peu autoritaire, vous faites ce que je dis, le visionnaire, le collaboratif, le participatif, qu'on appelle par ailleurs aussi le démocratique, le chef de file, le pacemaker, celui qui se met à l'avant et qui demande aux gens de le suivre, et le coach. Et ça, c'est quelque part, si vous voulez, une typologie qui permet d'englober l'ensemble des styles de leadership. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on prend le sens sur la dernière ligne, je ne sais pas si elle est visible, vous voyez qu'il y a 3 styles de leadership qui sont plus tendance à être dans la convergence, le directif, le visionnaire et le chef de file. C'est-à-dire qu'on suit un cap et on va faire en sorte que le leader va se citer de manière explicite, avec des styles différents, d'aller vers un point, vers une ligne de fuite. Et les autres, le collaboratif, le participatif, le coach, il va être plus dans la divergence. C'est dans la capacité à ouvrir un peu, à permettre aux gens d'explorer les choses. Et donc, pour répondre à ta question en main, c'est que ces différents types de leadership vont s'actualiser dans un processus d'innovation. Alors, peut-être pas tous, parce qu'on va demander, vous verrez par la suite, est-ce qu'on puisse faire à un moment donné, il faut être dans du directif, par moment, il faut être dans le visionnaire, après, il faut peut-être être dans des collaboratifs, dans du participatif, dans le chef de file, etc. Typiquement, si je prends un exemple, lorsque vous êtes dans la génération d'idées, vous allez plus favoriser un leadership type collaboratif, participatif. Quand vous allez être peut-être dans l'implémentation, vous avez plus tendance à être dans le chef de file, le directif. Quand vous êtes même, par exemple, sur la partie peut-être même pour le lancement même d'un processus d'innovation, le visionnaire qui va donner un enjeu précis pour que les gens se mettent en route va être nécessaire, etc. Le coach, par des moments où il y a des doutes dans les équipes. Cherche le mouton à 5 pattes, j'ai envie de dire. On cherche le mouton à 5 pattes, j'ai envie de dire là. C'est des personnes qui vont à 6 pattes. Si on a besoin d'avoir toutes ces compétences, toutes ces qualités d'adaptabilité notamment pour pouvoir gérer des procès d'innovation. Alors qu'on a l'impression, je parle sous ton contrôle, et en tout cas dans le contexte dans lequel je vis moi au Maroc, c'est que l'innovation, c'est un peu le parent pauvre et on ne met pas nécessairement les personnes les plus adaptées et les plus compétentes sur ces sujets-là. Alors que j'ai l'impression que finalement, c'est les stars qu'on doit mettre sur l'innovation. Alors, j'ai envie de dire, sans parler de stars, sans parler de choses, il faut une certaine compétence. Et cette compétence, j'ai envie de dire, c'est cette capacité à changer de registre. Vous savez, il y a des gens qui sont très bons pour mener une tâche de manière une tâche et de la mener jusqu'au bout. Et vous avez des personnes qui ont cette capacité, un peu une sorte de caméléon, de changer de registre, de s'acclimater, de s'adapter en fonction de la situation. Et c'est ce type de personnes qu'il faut mettre en avant dans le processus d'innovation. Alors, juste pour partager avec vous, effectivement, c'est une vraie question. Lorsqu'on nous demande de mettre en place des programmes ou d'innovation, on est consulté pour la chose, une des questions qui revient et qui est toujours, j'ai envie de dire, c'est le portrait robot de ces leaders d'innovation, qu'on peut appeler par ailleurs les ambassadeurs d'innovation, qu'il faut mettre en place. Et c'est une vraie question parce que, d'une part, il faut garder à l'esprit de ce qu'on vient de dire qu'il faut avoir ce mouton à 6 pattes, du moins avoir cette capacité de pouvoir gérer, susciter et l'exploration, l'exploitation. Peut-être qu'il suffit d'avoir 2-3 styles et ça peut suffire. Mais aussi, il faut prendre en considération, quand on essaie de définir ces portraits robots, il faut qu'on mette en considération l'organisation, la configuration sociopolitique de l'entreprise. Parce que ce qui va être un profil qui va être leader efficace dans une organisation A ne le sera pas forcément dans l'organisation B, etc. Donc, il y a vraiment un jeu intéressant entre des qualités intrinsèques qu'on est en train de voir aujourd'hui entre nous, à savoir
il faut avoir cette capacité d'allier l'exploration et l'exploitation tout au long du processus. Ça, c'est un point très important. Des fois, on a tendance à les mettre par bout, alors que c'est tout au long, c'est de manière synchronique. Et de l'autre côté, garder à l'esprit, quand on parle sur des processus d'innovation, ou qu'on met en place des programmes d'innovation, que une entreprise, elle a son ADN, elle a son histoire, elle a sa façon de faire, elle a sa propre structure, ses règles internes, et il ne faut pas non plus aller à l'encontre de ça. Il ne faut pas être des Don Quichotte, hein, il ne faut pas aller foncer droit face à des moulins à vent. Il faut prendre en considération la réalité contextuelle dans laquelle on va mettre en place, on va immerger ces personnes. Nassef, pour être pragmatique, tu as parlé de sponsorship, donc c'est le patron finalement, les patrons de l'entreprise qui doivent insuffler cette volonté d'innover. Mais j'ai envie de poser la question aux consultants. Aujourd'hui, toi, si tu devais venir dans une entreprise, en particulier dans le contexte marocain, comment insuffler, qu'est-ce que tu mettrais en place justement pour mettre un processus d'innovation dans nos entreprises, créer de la valeur pour pouvoir avancer? Alors, je vais te dire, là c'est une question, peut-être on est limite du sujet, mais je vais te dire de manière très concrète ce que même on a fait par ailleurs hein, sous d'autres cieux. Première chose, c'est qu'il faut former les dirigeants. C'est incroyable. Après, je ne vais pas non plus rentrer dans la caricature, mais il y a quand même un effet générationnel. Nos dirigeants ont l'âge qu'ils ont. Et il faut dire que l'innovation, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, il faut, je dis bien récent dans l'entreprise, hein, j'entends. Il faut vraiment que les dirigeants mesurent de quoi on parle. Parce que peut-être qu'ils ont une compréhension intellectuelle, mais l'expérience, comme dirait Dewey, donc philosophe américain, c'est vivre quelque chose en sa chair. C'est-à-dire expérimenter les choses. Ça passe par la formation. Donc, première chose, c'est le COMEX, le CODIR, le COPIL, peu importe les instances. Il faut que ces instances-là comprennent de quoi on parle et ne pas uniquement être dans l'impératif de il faut innover tout de suite, maintenant, avec quelque chose qui fasse de la marge, mais qu'ils puissent mesurer et saisir un peu. Et je pense que ça, c'est le point, entre guillemets, le plus important, c'est le prérequis. Une fois qu'on a… Pardon? Non, je t'en prie, je t'en prie. Je disais étape 2. Donc voilà, ça c'est le prérequis. L'étape 2, après, oui, il faut penser, il faut regarder l'organisation. Il faut essayer de comprendre de quelle organisation on parle. C'est quoi son histoire? C'est quoi son ADN? Comment se font les relations dans cette organisation? Quel est le niveau de bureaucratie ou pas? On ne va pas peut-être s'amuser à faire comment dire, à dire voilà, vous allez être leader et créer des labs d'innovation, décorer quelques endroits et dire c'est bon, mon entreprise est innovante. Non, l'innovation, c'est quelque chose, si on prend en considération le principe d'ambidextrie, c'est quelque chose qui doit être naturel pour l'entreprise. Et il n'y a rien qui peut tuer le naturel que le surfait. Si vous faites quelque chose qui est à côté, qui ne correspond pas au code de l'innovation, il ne faut pas avoir un baby-foot et 2-3 poufs autour dans un lieu pour dire qu'on est dans le processus d'innovation. On peut être dans des climats entre guillemets d'apparence austère. Moi, je pense par exemple à des choses que j'ai vues dans des sites industriels où on n'est pas dans l'image d'Épinal qu'on se fait de la Silicon Valley, etc. Et pourtant, c'est des entreprises, je pense à Michelin par exemple, qui sont dans des processus où les gens innovent. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise qui s'appelle Favi, qui est une entreprise dite libérée, etc. Il faut la visiter, Favi, hein, parce que c'est un grand hangar avec quelques machines dispersées à gauche et à droite. Et pourtant, c'est des gens qui sont considérés comme étant les entreprises les plus innovantes au monde. En plus, avec un système d'entreprise libérée, etc. Donc ça, on peut en parler. Mais le climat, quand on y rentre, ne prédit pas qu'on va être ici, il n'y a pas le strass de l'innovation tel qu'on peut le voir. Donc, ça veut dire comprendre de quoi on parle, l'organisation. Troisième étape, il faut organiser ça. Il faut mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance. Alors, peut-être avant la gouvernance, il faut se donner une stratégie d'innovation, savoir pourquoi on innove. Ça, on a peut-être des fois tendance à le passer outre. Une stratégie d'innovation, c'est on va innover pourquoi, quel mode, quels sont le type d'innovation qu'on veut favoriser, etc., etc. Et de cette stratégie d'innovation, on va mettre en place une gouvernance, c'est-à-dire un processus interne, des acteurs identifiés, des outils, une culture, une atmosphère d'innovation qu'on va pouvoir insuffler au sein de l'organisation. Et une fois qu'on a fait ça, on va y aller petit à petit.
On ne va pas commencer tout de suite parce que c'est le meilleur moyen de tuer dans l'œuf cette dynamique. On va y aller avec ceux qui sont les plus volontaires. On va y aller en proposant des quick wins, en essayant d'avoir des réponses. Parce qu'à un moment donné, il y a certainement beaucoup de gens qui vont être sceptiques dans une organisation. N'oubliez pas qu'on parle d'entreprises et d'organisations qui sont qu'on a éduquées, formatées pour être les champions de l'optimisation. Vous regardez aujourd'hui toutes les entreprises, c'est exactement ça. Un exemple qu'on peut donner pour cette idée, c'est que regardez vos fiches d'évaluation annuelle. Est-ce qu'à un moment donné, dans vos fiches d'évaluation annuelle, vous avez une ligne exploration ou qui s'apparente à de l'exploration? Et pour autant, c'est l'affaire de tous. J'ai envie de dire même plus, hein, si jamais vous, par malheur, vous faites de l'exploration au détriment de ce que vous devez faire de tous les jours, peut-être que ça vous vaudra la prime ou quelques milliers ou dizaines de milliers tout dépend de la politique de rémunération, bien sûr. Quelques milliers, dizaines de milliers de dirhams de votre prime annuelle. Donc, on parle d'organisations qui ont été habituées à être dans l'exploitation d'un business, d'une idée qu'on est en train de pousser jusqu'au bout. Et on leur demande aujourd'hui de passer sur notre mode qui est, comme on vient de dire tout à l'heure, très antinomique. Je ne sais pas si vous avez, tout à l'heure, on est passé rapidement au niveau de la slide, mais quand on est dans l'exploration, c'est l'opposé de ce qu'on demande dans l'exploration en termes de gestion de risque, en termes d'ouverture. Alors là, plutôt d'ouverture, l'autre dans la fermeture, enfin, dans la convergence. Donc, on est vraiment dans des attitudes qui sont contradictoires, opposées, et pour autant, on doit les mener de pair. Très bien. Alors, on propose peut-être de voir des questions si on a de nos chers. J'allais te proposer. On a quelques questions. On peut s'arrêter quelques minutes pour répondre aux questions et puis on peut embrayer ensuite. J'ai une question. Je suis désolé, je ne vois pas les noms de ceux qui les posent. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais poser la question. Donc la question est excuse-moi. Voilà. Donc, dans votre récit, pourriez-vous développer le sujet de la transversalité nécessaire aux entreprises modernes et des moyens pour la mettre en œuvre? Je ne sais pas si la question est claire. Tu peux la répéter déjà, mais est-ce que vous pourriez développer le sujet de la transversalité nécessaire aux entreprises modernes et des moyens pour la mettre en œuvre? Transversalité. On parle de l'innovation. J'imagine. Je ne sais pas ce Ok. Je ne sais pas ce Alors, là, on va parler. Bon, vous me corrigez si je réponds à côté, mais de ce que je comprends de votre question dans la transversalité, oui, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant il faut faire en sorte que les entreprises puissent innover de manière naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas, et ça c'est un point, peut-être revenir dessus très rapidement. Hop, je vais revenir. Pardon, moi, je cherche mes voilà, c'est celui-ci. Un slide que je voulais présenter avec vous, mais qui permet peut-être de répondre un peu à votre question. On a eu tendance, à un certain moment, de parler de ce qu'on appelle une ambidextrie structurelle, c'est-à-dire de dire on va créer des unités qui vont faire de l'exploration, de l'innovation, et d'autres qui ne vont pas le faire. Et donc, du coup, il y a ceux qui innovent et ceux qui n'innovent pas. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure des lectures. Donc là, vous pouvez voir qu'on est passé une ambidextrie séquentielle puis contextuelle. On peut revenir dessus, mais pour dire finalement, ça ne sert à rien de séparer. D'ailleurs, c'est contre-productif. Et il faut justement diffuser, être dans la transversalité de l'innovation et de l'approche. Et c'est ce qu'on appelle par ailleurs le réseau d'innovation, c'est-à-dire mettre en place des structures, donc des départements d'innovation. Ce n'est pas une business unit comme une autre. Ce n'est pas. Alors, je me souviens, tout à l'heure, je disais que l'innovation est assez récente. Bon, quand j'ai fait mon doctorat là-dessus à Paris, on parlait très, très peu d'innovation. Ça ne remonte pas si loin que ça, je l'ai soutenu en 2006. À l'époque, on parlait de R&D, on parlait de recherche et développement. On ne parlait pas d'innovation. C'est autre chose, l'innovation. C'est venu par la suite. Et justement, à ce moment-là, quand on a mis en place l'innovation, et pour répondre à votre question, dans un premier temps, on a créé des business units. On a créé des structures dédiées qui ne font que ça. Et puis, on s'est rendu compte rapidement que ce n'était pas évident, que ça ne créait pas l'effet escompté, la dynamique escomptée. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est plutôt des structures, donc des personnes, des départements ou des services responsables d'innovation qui ont pour mission d'aller répandre, diffuser, ce qu'on appelle l'évangéliser, l'innovation et former des facilitateurs ou des ambassadeurs d'innovation, qu'on peut appeler aussi des leaders d'innovation, un peu partout dans l'organisation.
de telle sorte à ce que chaque collaborateur, lorsqu'il a une idée, d'abord, il faut qu'il se permette d'avoir une idée et de pouvoir la pousser. Et là, les notions de culture d'entreprise, d'ambiance sont très, très importantes. Eh bien, il faut qu'il ait le support, l'aide nécessaire pour l'accompagner. Donc, voilà aujourd'hui comment ça se met en place. Si je réponds à votre question, on parle d'un réseau d'innovateurs doté avec des outils et tout ça, on le chapeaute dans la notion, une des notions que j'ai abordées rapidement tout à l'heure, qui est la notion de gouvernance d'innovation. Très bien. Deuxième question, Nassef, merci pour la réponse. Donc, je suis consultant externe. À quel niveau mon intervention prend sens? Dès la génération d'idées ou uniquement lors de l'implémentation? Alors, tout dépend de qui consultant êtes-vous. J'ai envie de dire, un consultant a pour vocation de consulter une organisation tout au long de la phase. Et après, tout dépend de votre spécialité. Vous pouvez être un consultant, j'ai envie de dire, même bien en amont, avant même de commencer un projet, pour aider à structurer un projet, un programme ou une démarche d'innovation. Là, il faut quand même la mettre en place. Ça peut être même un consultant stratégie sur la partie stratégie d'innovation. Vous pouvez être un consultant justement dans la partie amont. Et là, on va être plus sur des consultants en créativité. Et puis, vous allez être par la suite des consultants plus sur l'implémentation. Donc, j'ai envie de dire, tout dépendra de vos compétences. Mais des consultants, on en a besoin, de l'aide, on en a besoin à toutes les phases. Et par conséquent, il y a des consultants à toutes les phases du processus d'innovation. Si Khalid nous pose une question qui est la suivante, comment l'innovation est-elle intégrée aux attentes lors du processus d'embauche? Alors, ça veut dire, alors, je suis désolé, mais la question pour moi n'est pas très claire. Oui, on pourrait effectivement. Alors, une des compréhensions que je fais de la question, c'est est-ce qu'on peut intégrer comme critère de recrutement un profil, celui autour de l'innovation? J'ai envie de dire oui, parce que dans la mesure où l'innovation va nécessiter certaines compétences ou expériences, donc on peut aussi justement intégrer ces éléments-là au niveau du recrutement. Après, la difficulté toujours, c'est que, et pour ceux qui travaillent dans le recrutement, ce qui est difficile et encore plus dans l'innovation, c'est pas tant les qualités intrinsèques du candidat en tant que tel, mais le matching qu'aura ses qualités avec le champ organisationnel qui va investir. On a beaucoup de questions là, est-ce qu'on continue sur les questions? Oui, allez-y, non, je préfère qu'on y réponde. La question suivante, c'est peut-on parler d'innovation aussi dans l'exploitation et quelles sont les différences notoires entre les deux, exploration et exploitation? Alors, la différence entre exploration et exploitation, je l'ai déjà exposé, c'est que l'exploration a pour objectif de ouvrir l'entreprise vers de nouveaux horizons et de préparer l'avenir. L'exploitation, comme son nom l'indique, c'est l'exploitation du business model actuel, du produit actuel. C'est-à-dire qu'on a déjà une idée, cette idée est déjà mise sur le marché et on fait tout pour délivrer cette idée. C'est ce qu'on appelle le business as usual, c'est le business récurrent. Après, est-ce qu'on peut innover dans l'exploitation? Oui, c'est ce qu'on appelle communément l'innovation incrémentale. L'innovation incrémentale, vous connaissez un peu les différents types, enfin, une des typologies les plus connues, donc la typologie incrémentale radicale, même si j'aime pas beaucoup le mot radical parce que pour moi, il ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais bon, on restant un peu sur ce terme qui est partagé. Mais l'innovation incrémentale, c'est de dire on va juste apporter un chouïa de nouveauté par rapport à ce qu'on fait, on sait faire. Et généralement, l'innovation incrémentale est là est au service de l'exploitation. Et la radicale, si on veut dire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas incrémental. Sauf que lorsqu'on commence à parler de radical, il faut nuancer les différents degrés et là, on ouvre d'autres champs. Donc oui, pour répondre à votre question, l'innovation incrémentale est souvent une innovation qu'on retrouve dans le champ de l'exploitation. Il y a aussi un autre point, c'est effectivement une autre idée. Ça me rappelle un peu les travaux de Christiansen. Donc, Clayton Christiansen, c'est lui qui a parlé de l'innovation disruptive, la disruptive innovation. Donc, aujourd'hui, vous savez que c'est un terme hyper galvaudé. Hein. C'est disruptif, c'est disruptif. Et bien, Christiansen, quand il parle d'innovation disruptive, il parle aussi de innovation sustaining innovation. C'est-à-dire que l'innovation qui maintienne l'état actuel et une innovation qui dérange l'état. Et d'ailleurs, la disruptive ne peut pas être forcément une innovation radicale. Et donc, pour répondre, deuxième élément qui permet de répondre à la question, c'est qu'une innovation sustaining au sens de Christiansen est une innovation qui apparaît dans les cycles d'exploitation. Très bien. Siami nous pose une question. McKinsey disait dans un article paru récemment que la direction exécutive doit protéger l'innovation et la piloter. Selon vous,
Vu l'agenda d'un directeur général, y a-t-il assez de temps pour un manager pour manager cette innovation? Alors, il y a deux choses. Il y a le manager et le directeur. Bon, l'agenda du directeur, il est le même partout dans le monde. Je veux dire, et c'est pas une. Alors, déjà, au moins qu'il l'adoube, qu'il lui apporte son aura, qu'il la protège d'une certaine manière. Et d'un autre côté, un manager doit apprendre aussi à déléguer. Donc, si ce manager n'est pas en capacité de déléguer, de toute façon, le don d'ubiquité ne peut pas se multiplier. Donc, ce problème va se poser même sur d'autres problématiques. Donc, pour répondre à votre question, il peut déjà, tout à l'heure, quand je parlais de sponsorship, c'est déjà dire, oyez, personne de la place, je donne carte blanche, enfin blanche, les nuances peut-être peuvent varier, mais je donne toute ma confiance à ces initiatives. Déjà, rien que ça, c'est en soi protéger l'innovation et pouvoir la protéger. Et chose que peut-être beaucoup de personnes ne font pas. Et tout à l'heure, quand je disais il faut former les dirigeants, c'est qu'ils doivent s'en rendre compte que une innovation, c'est quelque chose qu'on peut tuer très rapidement. C'est très fragile. Il suffit d'un an pour un pitch mal prononcé, une idée une présentation, un PowerPoint qui est mal foutu, ou pour que les gens disent non, parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve, on est dans l'exploration. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc, il faut justement, bien sûr, il faut la protéger. Et je rejoins McKinsey. C'est pas toujours le cas, mais je rejoins McKinsey sur ce point. On a Zine Bennouna qui nous fait l'amitié d'être avec nous, qui nous dit l'innovation est un mindset aussi. Oui. Zine Bennouna qui est directrice de l'innovation justement de la LIDEC, qui a fait l'executive master leadership et projet innovant de Centrale. Tout à fait. Tu en penses quoi? L'innovation, c'est un mindset? Zineb, je ne peux être que d'accord avec toi. Donc oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, je disais que l'innovation, on a eu tendance à… Alors, j'oublie l'auteur, mais je vous donnerai bientôt. Mais l'innovation, on a toujours eu cette dualité, innovation, c'est produit, process. Donc, d'ailleurs, je l'ai donné au début. Aujourd'hui, on parle d'innovation, produit, process, état d'esprit. Parce que, et ça rejoint un peu ce qu'on dit aujourd'hui sur le leadership. Parce que l'innovation, c'est un produit qu'on doit amener sur le marché. L'innovation, c'est un processus à mettre en place. Et l'innovation, c'est aussi un état d'esprit à avoir. Et on peut, je pense, aller un peu plus loin, parce qu'on peut dire aussi, et j'ai vu que Hicham Mounkour était parmi nous, et ça me rappelle un peu une de ses thèses qu'il avait faites, un des premiers thésards, thèse professionnelle dans le leadership, et il a parlé de climat. Et on peut dire aussi que l'innovation, c'est un climat instauré au sein de l'organisation. Donc, c'est là où c'est intéressant le concept d'innovation, c'est que si vous regardez bien, on demande à l'innovation de créer une extension en appendice d'un monde. On veut créer à chaque fois avec l'innovation quelque chose de nouveau. Et quand je dis nouveau, c'est un nouveau monde avec ses propres règles, ses propres ressources, ses propres capacités, sa propre cognition, son propre sens. Donc, toutes ces dimensions-là, effectivement, font une innovation parce que c'est ce pas vers un terrain inconnu, vierge, qui fait qu'on avance. Et du coup, ce qui rend à la fois excitant pour ceux qui travaillent, et je pense que Zineb partagera avec moi que c'est beaucoup de travail, mais énormément de plaisir de faire de l'innovation. Mais en même temps, c'est une certaine complexité, c'est beaucoup de difficultés, parce que c'est à chaque fois construire un monde dans sa complexité, dans sa complexion, chaque fois qu'on avance quelque part d'un centimètre, ou si on est encore plus dans la rupture radicale, de plusieurs pas ou de plusieurs mètres. Siamine nous pose une autre question. Il nous dit les Marocains ont su exprimer leurs idées innovantes. Y a-t-il un projet de création d'un lieu d'émulation qui réunit des startups avec des services indispensables à leur fonctionnement, des fonds d'investissement, un Fab Lab, des imprimantes 3D et des services publics? Si oui, pour quand? J'ai envie de dire qu'il y a des choses qui se font. Bon, je te laisse répondre, mais il y a des choses qui se font. Alors, pour quand, je ne maîtrise pas l'agenda politique. Parce que, et ça, c'est une politique publique, hein, ce qu'on appelle les écosystèmes d'innovation. Ou les, alors, c'est quoi le terme le plus ancien? On parlait d'écosystème d'innovation, on a parlé de cluster, et avant, on parlait de système national d'innovation. Voilà. C'est un peu les travaux de Lundvall, c'est un Suédois. C'est l'idée qui a émergé de la Silicon Valley. Hein. C'est que Silicon Valley, quand on regarde bien, pourquoi tout se passe à la Silicon Valley? Parce que c'est un écosystème. Il y a des personnes, des laboratoires, des entreprises, etc. Donc oui, effectivement, la logique systémique ou écologique de l'innovation, elle est prédominante. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'innovation, d'ailleurs, je remercie Zineb,
aussi Zinabase aussi, qui est la BCP par ailleurs, qui font Hicham Aminezzaz et consorts, qui essaient de développer un écosystème d'innovation au Maroc. Parce que j'ai envie de dire, innover, et ça revient un peu sur une définition qu'avait donnée Calon, Acriche, Calon et Latour en 86, innover, c'est renforcer. Quand on innove, c'est qu'on a réussi, quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un qui a réussi à renforcer un réseau, à attirer le maximum d'alliés autour de son idée. Et quand on dit alliés, ça peut être des consommateurs, des producteurs, des chercheurs, etc. Donc, l'innovation, c'est une question de configuration de réseau et donc d'écosystème. Donc, oui, il faut ces espaces qu'on peut matérialiser par ces lieux ou ces tiers-lieux, où on pourra faciliter la rencontre, où on pourra faciliter l'échange, où on pourra aussi avoir une sorte de bienveillance, aussi bien pour aller chercher la ressource, qu'elle soit financière ou intellectuelle ou autre, parler des imprimantes 3D. Alors, pour la petite parenthèse, l'imprimante 3D, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour imprimer. Il y a des outils aujourd'hui en numérisation 3D qui sont beaucoup plus efficaces, mais pourquoi pas. J'attends bon, on ne va pas rentrer pas sur les imprimantes 3D, mais des outils qui permettent de prototyper et d'aller vite, c'est vrai que c'est des choses intéressantes parce que, bah, voilà, il faut, et d'ailleurs, un point très important, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est que quand ils ont une idée, ils essaient de la garder pour eux, ils veulent la garder secrète. Et c'est la pire chose à faire parce qu'une idée, une innovation se nourrit du contact et de l'échange. Et ils n'ont rien à craindre à ce que plus ils en divulguent, plus ils vont s'enrichir. Et alors que s'ils la gardent pour eux, ils vont rester avec leurs a priori et leurs biais. Donc oui, il faut des espaces et des lieux d'échange et de partage. Pour compléter dans ta réponse, dans ma nature, je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai envie de dire que beaucoup de choses commencent à émerger, beaucoup de choses se font, notamment par les grands groupes. Je cite l'OCP, CPG, le groupe Aqua aussi. Je ne suis pas ici pour faire de la pub pour qui que ce soit, mais il y a des choses, on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer. Tu as parlé d'Amin Zez, donc avec H7. Donc il y a des incubateurs, il y a des fonds d'investissement qui commencent à s'intéresser au sujet, plus que commencent à s'intéresser, qui commencent à investir. Il y a la CCG aussi, il y a l'OMPIC. Donc il y a un écosystème qui est en train de se créer. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Il y a beaucoup de choses. Jamais dit qu'il n'y avait rien. Après, on peut peut-être regretter toujours, hein, quand on est dans ce domaine, qu'il faut mettre encore peut-être davantage l'accent. Et je pense que ce n'est pas forcément un problème de moyens qu'un problème de mindset. Et je rejoins un peu peut-être Zineb, ce que disait tout à l'heure. J'ai l'impression aujourd'hui que ça me rappelle un peu ce que j'ai vu par ailleurs dans d'autres pays. On est encore, excusez toutes mes excuses pour ceux qui de ça, mais je remets pas en cause la sincérité de ceux qui sont derrière, mais il y a encore un regard, je dis un regard un peu folklorique autour de ces innovations, ces démarches aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, ça bouge, donc les gens qui les mènent, et je les connais très bien, ils y croient beaucoup, mais dans l'esprit beaucoup de personnes, de dirigeants, il y a encore un côté, bon, bah, oui, c'est bien, voilà, c'est sympa. Et ce n'est pas encore suffisamment intégré comme étant la source de notre avenir, tout simplement. Moi, je pense que tout le monde ici a suivi ce qui s'est passé avec les événements du Covid. Et quand je vois la capacité marocaine, j'ai toujours dit, hein, à être réactif et à proposer des choses en un temps record, je fais le comparatif avec la France, où on a une logique peut-être un peu plus bureaucratique. Je me dis, mais on doit être le lieu de l'innovation. On a toujours été bon dans l'innovation, dans l'improvisation, l'urgence. Et c'est des aspects importants. Et beaucoup de gens reconnaissent. Mais ce serait intéressant de passer à l'étape supérieure parce qu'on ne peut pas être que dans l'improvisation. Il faut aussi structurer des choses pour que cette improvisation, cette capacité, cette agilité qu'on a naturellement, nous, en tant que Marocains, ben, qu'on puisse la mettre vraiment au service et avoir cet effet multiplicateur qui fera que demain, ben, on va avoir des produits, des services, et les marchés ne manquent pas, que ce soit des marchés locaux, dans une logique sud-sud, même nord-sud, hein, pourquoi pas. Et on a les capacités, les compétences pour le faire. Alors, on a nos défauts, je ne sais pas sur le système éducatif, etc. Mais il force de constater que lorsqu'il s'agit d'improviser, on va utiliser le mot innover,
C'est-à-dire, dans l'urgence et sortir quelque chose d'une solution, et ça ne date pas du Covid. Au Maroc, on sait très bien le faire et c'est une qualité essentielle pour innover. Très bien. Tu avais commencé à répondre à une question, tu avais donné un début de réponse. J'ai une question qui est la suivante. Comment développer l'innovation lorsque les coûts deviennent un obstacle à la mise en place d'idées novatrices? Tu viens de dire juste avant que ce n'était pas qu'une question de moyens. Donc, si tu peux nous dire. Honnêtement, le coût, généralement, n'intervient qu'à la phase dite d'implémentation et d'industrialisation. Mais avant, c'est jamais une question de coût. Si on peut monétiser du coup le temps passé, etc., oui, on va voir. Mais honnêtement, sur les premières phases, qui sont la phase de l'idée jusqu'à avoir un bon concept, généralement, on peut y aller avec juste de quoi faire le café et quelques gâteaux pour les réunions qu'on va organiser. Sinon, le reste, c'est de la matière grise, c'est beaucoup de choses. Et il faut justement sortir de l'idée qu'il faut du matériel, etc. Dans les premières phases, et les notions de prototypage, plus précisément de pré-totypage, pour ceux avec qui on a pu initier, c'est-à-dire les phases des prototypages rapides, des fois, vous avez besoin de post-it, vous avez besoin juste d'écran, vous avez besoin de choses très simples pour matérialiser vos idées et les plus loin. Donc, c'est rarement une question de coût. Après, oui, je vous l'accorde, lorsqu'on va passer dans des phases où là, il faut passer dans la phase dite de développement et implémentation, oui, là, il faut de l'argent. Mais à ce moment-là, votre idée est suffisamment mature pour justement aller chercher des fonds. Et on revient sur l'idée d'écosystème. Ben voilà, typiquement, on parlait de choses, mais typiquement, il y a des initiatives, par exemple, que je vois en France qui n'existent pas encore, à moins que je me trompe. Par exemple, tout ce qui est prêt accordé par des banques publiques d'investissement en France pour faire de l'innovation. Des notions de crédit d'impôt lorsqu'on fait de l'innovation ou de la recherche, où là, vous avez des chèques qui tombent, etc. Donc, il peut y avoir des aides publiques qui peuvent aider les entreprises, notamment les PME. On peut les cibler, par exemple, au Maroc. Alors, j'imagine qu'il y a des fonds de ce type-là qui vont se mettre en place, mais après, il faut tout structurer, tout ça. Mais quand on va arriver à des histoires de sous, j'espère que l'écosystème sera suffisamment organisé et mature pour que les entreprises puissent justement apporter. Et généralement, ce n'est pas d'ailleurs les banques qui doivent financer ce type de phase, parce qu'on est sur des phases amont très risquées, mais plus des fonds publics ou des investisseurs spécifiques qui vont investir au sein même des organisations. Je ne parle pas des startups qui vont faire des levées de fonds. Je parle d'entreprises établies avec un outil et qui vont chercher des fonds publics pour déployer leur projet en interne. Non, ça fait une question sympathique. Est-ce que les introvertis, on revient au leadership, est-ce que les introvertis ont leur chance d'innover dans cette dynamique qui est plutôt orientée leadership? Alors, déjà, on ne demande pas à tout le monde d'être leader, d'une, c'est-à-dire qu'il y ait des gens quand même, il y a un groupe, et dans ce groupe, il y a un leader qui va faire les choses. Après, là, vous me posez quand même une colle, mais le leadership tel que je l'ai défini, c'est avoir une influence. Si ce côté introverti est inspirant pour son entourage, il peut avoir cette aura qui ferait que les gens… Mais de là, et après, peut-être que je m'avance trop vite, d'en faire le leader de l'équipe, peut-être que ce n'est pas le rôle de cet introverti. Mais ceci dit, un introverti, ça ne l'empêche pas de travailler dans une équipe, d'apporter vraiment sa contribution. Et si on veut faire une analyse de valeur, ce n'est pas dit que c'est le leader qui apporte le plus de valeur. Il est essentiel, comme d'autres, mais peut-être sur un projet, c'est introverti parce qu'il aura trouvé la solution ou résolu un blocage, on lui devra peut-être une bonne partie de la valeur qui va générer l'innovation derrière. Donc, l'innovation ou les innovations, c'est pour tout le monde. Il y en a certains qui vont être désignés par l'organisation pour les guider, d'autres qui naturellement vont se donner ce rôle de pouvoir les guider, mais tout le monde dans une entreprise, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'imaginez une entreprise où il y a un groupe où il y a que des leaders, ça ne marche pas. Donc, oui, non, il y a la place pour tout le monde dans l'innovation. Très bien. Il y a Stissad qui nous dit, faut-il un événement déclencheur, une crise par exemple, pour mettre en place de l'innovation, ou l'innovation est-elle un process continu? Alors, là, il y a plusieurs choses. L'innovation en tant que telle doit être, si on est dans cette logique d'exploration-exploitation, quelque chose qui doit être continu. On n'est pas choqué d'avoir une direction financière de l'entreprise qui travaille de manière continue. Pourquoi est-ce qu'on serait choqué d'avoir une direction qui travaille sur l'avenir de manière continue?
Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la première question au niveau assez simple. Dans votre point sur l'événement déclencheur, ça, c'est plus, et là, je rejoins un peu le modèle de Kotter sur le modèle de transformation. Oui, malheureusement, pour casser l'inertie d'entreprise, pour qu'elle se mette dans une logique d'innovation, il faut un événement qui vient casser la dynamique et la remettre sur une autre dynamique. Alors, ça peut être un événement traumatisant. Typiquement, on annonce le dépôt de bilan. Donc là, vous voyez bien que lorsqu'on annonce le dépôt de bilan, on peut avoir il y a des réactions dans certaines entreprises où on essaie de trouver des solutions. Ça peut être un événement porteur d'espoir, etc. Donc l'événement peut avoir justement ce fait déclencheur qui permettra à l'organisation de se mettre en route et de prendre la voie de l'innovation s'il n'a pas encore emprunté, sachant que dans l'idéal, on ne doit pas être demain choqué d'avoir un département d'innovation qui fonctionne de manière continue, comme on a aujourd'hui un département financier ou un département RH qui travaille sur la paix, etc. Ce sont des choses qui détachent des activités qui doivent être en continu d'organisation. N'attendez pas d'avoir besoin d'une solution pour l'inventer. C'est ça. Il faut préparer l'avenir, tout en ne sachant pas ce qui va se passer, mais quand il se passe et qu'on a la bonne solution à portée de main, on est content de l'avoir. C'est un peu comme les assurances. Dans la continuité de cette question, Samia, notre ami Samia, nous pose la question, est-ce que la crise n'est pas justement une opportunité pour innover? Tout à fait, Samia. Salut, Samia. Oui, je me souviens d'un travail, d'un ouvrage un peu précis sur la stratégie, qui disait de Éric de la Maisonneuve, qui est un général de l'armée française qui était prof à l'école militaire de Paris, qui disait « Vive la crise ». Parce que quand il y a une crise au sein d'une organisation, c'est un événement qui va cristalliser un problème et va certainement et surtout créer une adhésion collective vers un objectif commun qui est de dépasser cette crise. Et ça peut donner justement cette initiative pour pouvoir mettre en place des projets d'innovation, une conscience qu'il faut innover, chercher de nouvelles solutions, etc. Youssef, on a encore beaucoup de questions qui sont posées. On remercie infiniment toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, qui nous ont fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous, mais le temps qui nous est imparti est heureusement terminé. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Si y a un message fort que tu as envie de faire passer sur le lien justement entre le leadership et l'innovation, pour clôturer, si tu veux bien. Alors déjà, j'ai un message de remerciement d'être là, d'être présent, par la qualité de vos questions et par vos challenges. Donc ça rend les choses… Une bonne centaine de participants, ça fait plaisir. Donc, vous remercie. Tout à fait. Et puis les questions, on aime bien être challengé, donc c'est bien de ne pas dérouler des slides. Et pour la petite, je profite pour dire qu'on vous donnera ces éléments qui peuvent vous servir par ailleurs pour explorer davantage le sujet. Donc merci, un premier message. Alors, deuxième sujet que vous voulez aborder, alors s'il y a quelque chose que je voudrais partir avec un cadeau, comme dirait un de nos intervenants, notre cher Dimitri. L'innovation, c'est quelque chose qui doit être de manière permanente dans l'organisation. On ne va pas décréter des programmes d'innovation quand il y a une crise. Il faut que les gens soient dans la recherche, dans l'amélioration, l'exploration de manière continue. Que ce processus d'innovation, il se fait sur une dynamique complexe qui alterne tout au long de la séquence de l'ouverture et de la fermeture, l'implémentation et de la créativité, et que le leadership qui doit s'exercer durant ce processus doit permettre de générer auprès des participants de ces équipes cette capacité à osciller entre l'ouverture et la fermeture. C'est ce que vous verrez par la suite, le leadership ambidextre, c'est-à-dire qu'on est arrivé même à conceptualiser un leadership ambidextre dans une organisation qui se doit d'être ambidextre. Donc, les choses se passent de manière synchronique et il faut avoir ces leaders qui vont susciter ces vocations. Donc, capacité à modifier, à changer un petit peu, à bouger d'un registre à l'autre pour que demain, je puisse dire à Arma, si je suis avec Arma dans l'innovation, vas-y, ouvre-toi, donne-moi des idées.
Mais le lendemain, je lui dis, bah, OK, go, il faut qu'on y aille. Et là, on n'est pas en train d'ouvrir, de brainstormer, mais il faut qu'on produise et il faut qu'on le fasse, quoi, les choses. Donc, c'est cette mécanique continue qu'il faut avoir à l'esprit dans l'innovation et qui n'est pas uniquement à des phases précises, elle est tout au long du processus. Merci beaucoup, Nassef. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Juste vous dire que nous pouvons rester en contact sur LinkedIn. Nous avons créé depuis 2 mois une page LinkedIn. Et vous voyez, donc on est aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est Centrale Supélec XZ Campus Casablanca. N'hésitez pas à nous suivre. On y met des articles, des vidéos et d'autres choses intéressantes. N'hésitez pas à nous suivre et à nous poser vos questions. Peut-être juste une dernière petite réponse qui Allez, sur le pour la route. Ouais. Question sur l'Executive Master Leadership et Projet Innovant. On nous dit est-ce qu'il démarre en octobre? A priori, il devrait démarrer en octobre si le Covid-19 nous laisse tranquille. C'est ça. Mais s'il y a un changement, on vous tiendra informé. Alors voilà, je pourrais rejoindre un peu la question. On est tenu juste par les conditions que nous impose le gouvernement. Donc, Inch'Allah, on espère que tout ça sera derrière nous. Même si vous suivez l'actualité, on va être amené à vivre, à cohabiter avec le virus un peu partout dans le monde jusqu'à ce qu'on arrive à une solution pérenne qui serait éventuellement le vaccin. Mais dès que les conditions, les autorisations nous permettent de le faire, ben, on aura plaisir à ouvrir cette formation où là, on parle bien sûr d'innovation et de leadership. Et effectivement, peut-être un autre point qui est intéressant, c'est de se dire que quand on travaille justement sur le leadership, bon, il y a la théorie, mais aussi la pratique du développement personnel pour devenir leader. Et ce qui est une des particularités justement de ce master, c'est qu'on travaille beaucoup sur le développement de ces introvertis dont parlait un des auteurs, non pas pour en faire des extravertis, parce que c'est pas le but, mais pour qu'ils retrouvent leur propre leadership dans cette introversion qui leur est propre, parce que c'est leur identité, c'est leur façon de faire. Donc voilà, bah, j'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir parmi nous dans ces formations et d'autres formations par ailleurs que nous avons le plaisir depuis maintenant 5 ans de déployer pour Centrale Supélec ici au Maroc, dans le cadre de notre partenariat avec Centrale Casablanca. Merci Nassef, merci à tous et à très vite. Merci. Au revoir.